Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur les forfaits heures, forfaits jours et plus précisément sur leur mise en place et les conditions à respecter en tant qu'employeur. On va patienter juste quelques secondes le temps que l'ensemble des participants du coup se connectent. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice Jury Travail et je suis accompagnée aujourd'hui de Kevin Lemoyec. Bonjour Kevin. Bonjour Mylène, bonjour à tous et bonne année à tous. Et bonne année, pardon, meilleurs vœux à tous. Kevin qui est juriste du coup, expert chez Jury Travail depuis 7 ans, du coup il me semble. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, petit tour d'horizon de Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de plus de 50 juristes et 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité juridique pour vous et rédigent des dossiers, des modèles de contrats, des modèles de lettres pour vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise. L'ensemble de nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Aujourd'hui, et nous en sommes très heureux, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services que nous avons conçus spécialement pour les professionnels. Donc, quels sont-ils du coup nos services? Nous avons 2 formules dédiées aux pros, une formule pro et une formule premium, qui vous permettront de contacter un juriste quand vous le souhaitez, qui répondra à l'ensemble de vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez, grâce à nos solutions pro, accéder à toute notre base documentaire, autrement dit tous nos dossiers thématiques, nos modèles de lettres et nos modèles de contrats qui sont à jour des derniers textes de loi. Vous pourrez bien évidemment également profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. À l'issue de notre webconférence, je vous invite vivement à découvrir sur notre site nos solutions et choisir du coup la formule qui vous conviendrait le mieux et qui convient le mieux du coup aux besoins de votre entreprise. Nous allons pouvoir du coup maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir du coup forfait heure, forfait jour, et nous allons aborder du coup toute cette thématique dans 6 grands points. Dans un premier temps, Kevin va nous détailler un petit peu la procédure et les accords de branche, donc la définition évidemment de forfait jour, forfait heure, les questions du temps de travail et du bulletin de paie. Nous allons ensuite faire un point sur les dernières réformes et ce que ça impacte pour vous au quotidien dans votre entreprise. Quels sont les salariés concernés par ces conventions de forfait, la gestion des jours de repos, la rémunération et ensuite les sanctions que vous risquez du coup en tant qu'employeur en cas de non-respect des modalités du forfait. Du coup, Kevin, nous allons pouvoir débuter, si tu le veux bien, avec notre première grande partie sur la procédure et les accords de branche et dans un premier temps, la convention de forfait en heures. Donc, qu'est-ce qu'une convention de forfait en heures ? Très bonne question, d'autant plus que cette convention de forfait en heure, on l'oublie souvent tellement on a l'habitude de parler en matière de forfait des forfaits jours, mais les forfaits heures existent également et sont plus fréquents qu'on le pense. Donc un forfait heure, c'est assez simple, c'est un contrat qui va intégrer une durée de travail sur une période prédéterminée. Donc ça peut être à la semaine, au mois ou par an. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt de faire un forfait heure, par exemple 35 heures à la semaine. L'intérêt, en fait, il se passe dans la gestion de l'emploi du temps du salarié. Un forfait heure à la semaine, par exemple 35 heures à la semaine, ça peut permettre à un salarié, par exemple, de faire 10 heures le lundi, 10 heures le mardi, 10 heures le mercredi, 5 heures le jeudi et il finit sa semaine. Le salarié peut aussi faire 7 heures par jour. C'est son choix. C'est le principe du forfait, c'est l'autonomie dans la gestion de l'emploi du temps. Donc ce forfait, semaine, mensuel ou annuel, il est possible sans problème au niveau horaire. Seule condition évidemment, l'accord du salarié. Un forfait et n'importe quel type de forfait ne se présume jamais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le prévoit, soit directement dans le contrat de travail, soit dans un avenant si le forfait est mis un petit peu plus tard. Alors au niveau de cette convention forfait heure,
Ce qui est important de savoir, en plus de savoir exactement ce que c'est pour bien l'encadrer, c'est comment est-ce qu'on la met en place. Et là, ça se complique un petit peu au niveau des forfaits heures parce que vous allez avoir une subtilité en fonction du fait si vous êtes sur un forfait à la semaine ou au mois ou si vous êtes sur un forfait à l'année. Si vous êtes sur un forfait heure à la semaine ou au mois, il est possible de le mettre en place très facilement avec n'importe quel salarié et sans aucun accord collectif. Il suffit juste d'une mention dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. Pour les conventions de forfait heure annuel, c'est-à-dire généralement un contrat 1607 heures par an, là par contre, en plus de ce qu'on appelle une convention individuelle, donc une mention dans le contrat de travail ou un avenant, il faut un accord collectif, que ce soit un accord d'entreprise ou un accord de branche dans une convention, donc dans une convention collective. S'il n'y a pas cet accord collectif, au niveau des forfaits heures annuels, la convention de forfait est dite nulle. Ça veut dire qu'on fait comme si elle n'avait jamais existé. Alors, c'est quand même assez rare, contrairement au forfait jour, on verra tout à l'heure, parce que le préjudice est moins important pour le salarié. Donc, quand on veut mettre en place cette convention de forfait, notamment annuelle, il faut un accord collectif. Qui dit accord collectif dit qu'il faut systématiquement vérifier sa convention collective parce qu'il est inutile d'aller faire un accord collectif, peut-être, si vous avez déjà une convention collective qui le permet. Et donc, cette convention collective est à vérifier systématiquement. Comment vérifier si un accord de branche existe, comme nous demande Cécile? Il faut fouiller dans la convention collective. Donc, soit vous êtes assez à l'aise avec la convention et donc vous fouillez un peu dedans. C'est souvent dans des accords concernant la durée du travail. Ça a été très souvent intégré aux accords RTT dans le début des années 2000. Ou sinon, vous voyez avec un professionnel, un avocat. Si vous êtes abonné chez nous, vous nous appelez pour vérifier si vous avez ce type d'accord de branche. Si vous avez un accord de branche, une convention collective qui existe, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accord d'entreprise prime systématiquement sur la convention collective. Ça veut dire que votre accord dans votre convention collective peut prévoir certaines restrictions, je dis n'importe quoi, hein, que ça ne concerne que les cadres, que ça ne concerne que telle catégorie de salariés. Il est possible, via un accord d'entreprise, de déroger à tout cela sans aucun problème pour l'ouvrir à plus de salariés. Donc, la convention collective est à vérifier, mais il faut toujours se dire que ça n'est pas bloquant s'il y a des dispositions particulières, notamment restrictives, car un accord collectif peut permettre de déroger à tout cela. Juste pour rappel, l'accord collectif, c'est toujours très facile quand on a des instances de négociation. Donc, l'accord collectif se fait en priorité avec le délégué syndical ou à défaut avec le CSE. Lorsqu'il n'y a pas de CSE, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer par un référendum d'entreprise qui est un petit peu plus lourd à mettre en place, d'autant plus que le référendum d'entreprise, tous les salariés doivent y participer, même s'ils ne sont pas intéressés à l'accord. Donc, c'est un peu plus lourd. Mais dès lors qu'on a des organes de négociation, il ne faut pas hésiter à les utiliser pour pouvoir se faire un accord à sa sauce. Merci beaucoup, Kevin, pour cette réponse-là. Une petite parenthèse, votre convention collective, vous pouvez la trouver et la télécharger en version PDF ou papier directement via notre site. Elles sont mises à jour automatiquement des derniers accords. N'hésitez pas aussi, avec notre petite nouveauté, nous avons résumé un certain nombre de conventions collectives que vous pouvez trouver sur notre site et qui expliquent systématiquement si vous avez des accords de forfait. Merci beaucoup. Et autre petite parenthèse, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions que vous trouverez en bas à droite de votre écran. Kevin y répondra répondra à un maximum de questions en fonction du temps à la fin de la webconférence. Si vous n'avez pas le temps d'y répondre, Marine, dans le chat, vous mettra un petit lien où vous pourrez poser directement votre question. Nos juristes vous rappelleront et vous répondront avec grand plaisir. Du coup, nous pouvons passer à la question suivante, Kevin, qui est toujours sur la convention de forfait en heures. Dans le cadre d'un forfait mensuel ou hebdomadaire en heures, faut-il décompter le temps de travail? Exactement. Ça, c'est une obligation. Peu importe le type de contrat qu'on a, il faut systématiquement pouvoir décompter le temps de travail. Donc, c'est une obligation pour l'employeur parce que d'autant plus que l'employeur doit s'assurer du bon respect de la durée du travail.
Alors, à la semaine, c'est toujours un peu plus simple. Mais imaginons un forfait annuel de 1607 heures. L'employeur doit s'assurer que le salarié fasse ces 1607 heures. Il ne faut pas se retrouver en septembre avec les 1607 heures atteints parce que ça va entraîner quelques complications derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un contrôle du temps de travail pour pouvoir déjà s'assurer du bon respect du forfait. Et en plus, c'est une obligation parce que le salarié pourrait réclamer des rappels de salaire, notamment d'heures supplémentaires, si le temps de travail est mal contrôlé, parce que la charge de la preuve pour le salarié est assez légère là-dessus. Il n'a qu'à apporter que des éléments de preuve, pas des preuves parfaites. Donc, c'est à l'employeur de démontrer le temps de travail réellement fait par le salarié. Et pour cela, il le fait quotidiennement par un enregistrement, par tout moyen du temps de travail, ou par semaine, par ce qu'on appelle des récapitulations, également par tout moyen, des heures de travail accomplies par chaque salarié. Ça, c'est imposé par le Code du travail pour tous les salariés d'ailleurs. Et en cas de litige, en cas de litige avec le salarié devant le juge, l'employeur devra fournir les éléments pour pouvoir justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Merci Kevin. Petite question dans le chat. Si le temps de travail est dépassé mais que le salarié ne réclame rien, que risque l'employeur? Alors, si le temps de travail est dépassé et que le salarié ne réclame rien, il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière parce que c'est au salarié de réclamer. Attention, la prescription sur ça est de 3 ans, donc on peut revenir en arrière même après coup. Alors généralement, c'est à l'occasion d'un litige beaucoup plus large que ça va intervenir parce que on va pas forcément laisser les prud'hommes pour aller récupérer des heures supplémentaires. C'est souvent un litige plus important qu'il va y avoir derrière sur lequel on va rajouter cela. Concernant le dépassement du temps de travail, on peut aussi être sur des heures qui n'ont pas été payées. Donc, en cas de contrôle URSSAF, il pourrait être un petit peu intéressé. Par contre, la problématique dans ce genre de cas, c'est que l'agent de contrôle de URSSAF aura beaucoup de mal à déjà découvrir qu'il y a des heures de travail qui ont été faites et qui n'ont pas été payées, et aussi beaucoup de difficultés à le prouver. Donc, c'est pour ça que le risque est surtout sur le rappel des heures supplémentaires. Merci Kevin pour cette réponse et merci Elodie pour votre question. Prochaine question du coup, faut-il respecter les durées maximales de travail et quels horaires pour le salarié? Exactement. Aucune disposition légale n'exclut les salariés en forfait heure des durées maximales de travail et des temps de repos minimum. Donc, les salariés soumis au forfait heure sont également soumis au temps de repos quotidien, au repos hebdomadaire, les 24 heures par semaine que chaque salarié doit avoir, à la durée maximale quotidienne de 10 heures, à la durée maximale hebdomadaire, c'est-à-dire 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Donc, tous ces plafonds s'appliquent également au forfait heure. Attention là aussi, toujours vérifier sa convention collective qui peut prévoir des durées maximales de travail plus courtes. Donc ça, il faut toujours s'assurer que ces maxima ne soient pas dépassés. Merci beaucoup Kevin. Toujours sur la convention de forfait en heures, le nombre d'heures effectivement travaillées doit-il être indiqué sur le bulletin de paie? Alors, le bulletin de paie doit mentionner obligatoirement la nature du contrat et le volume du forfait, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait. Donc, sur le bulletin de paie, il n'y aura pas de récapitulatif. Vous avez, par exemple, 151,67 qui vont être affichés et des heures supplémentaires s'il y en a. Attention parce que ça va dépendre de votre cycle. Les heures supplémentaires ne se décomptent qu'à l'issue du cycle. Si vous êtes sur un forfait annuel, vos heures supplémentaires, vous les compterez à la fin du cycle, donc à la fin de l'année si on est sur une base d'une année civile. Donc vos heures supplémentaires ne sont pas forcément indiquées sur chaque bulletin de paie. Elles seront indiquées au moment où elles seront payées. Autrement, dans votre bulletin de paie, vous aurez uniquement le volume du forfait, 151,67 si on est en mensuel et sur une base 35 heures, on peut être sur des bases 39 heures, ou 1607 si on est sur une base 35 heures à l'année. Merci beaucoup Kevin pour cette réponse. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de notre grand 1. Cette fois-ci, donc la procédure et les accords de branche, mais concernant la convention de forfait jour. Donc, peux-tu nous donner une définition, s'il te plaît, de la convention de forfait jour? Exactement. En même temps, ça me permettra de répondre à une question qui était passée pour pouvoir vous répondre.
et Madame Pinet, si vous n'y arrivez pas, passez directement via le chat, je verrai votre question. Donc, une convention de forfait jour, c'est également un contrat, un document écrit, dans lequel on va prévoir un forfait, un temps de travail, mais cette fois-ci, on ne va plus décompter en heures, mais en jours. Donc, peu importe que le salarié fasse 3 heures, 5 heures, 10 heures sur sa journée, ça comptera pour une journée. La condition pour avoir ce forfait jour, c'est qu'il soit prévu par un accord collectif ou une convention collective. Donc là, même problème que tout à l'heure, il faut obligatoirement un accord collectif pour recourir au forfait jour. Sans accord collectif, pas de forfait jour possible. Et peu importe le nombre de salariés, que vous ayez 1, 2, 5, 20 salariés, il faut absolument avoir un accord collectif. Vous avez par exemple une entreprise avec un seul salarié, vous voulez mettre en place un accord collectif, vous devrez passer par un référendum d'entreprise. La décision unilatérale de l'employeur est impossible sur ce genre de choses. Donc si vous avez, imaginons, un seul salarié, alors là il y a une petite astuce que je vais vous donner. Si vous avez un seul salarié, vous faites votre référendum d'entreprise, mais en réalité, vous vérifiez auprès de votre inspection du travail s'ils sont OK et vous faites directement signer l'accord par le salarié. Parce que il n'est pas possible de faire un référendum réel avec un seul salarié parce que le secret du vote est impossible à respecter. Donc la plupart du temps, ils acceptent que le salarié signe directement l'accord et qu'on le valide. Donc, il vous faut cet accord de forfait jour pour pouvoir le mettre en place. En plus de tout cela, alors comme tout à l'heure, pour la précision, l'accord d'entreprise, ici aussi, c'est la circulaire DGT du 13 novembre 2008 qui le précise, ici aussi, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Donc, si jamais vous avez une convention collective qui permet le forfait jour, mais qui ne vous plaît pas, parce qu'il serait trop restrictif, par exemple, il est possible, avec un accord collectif, de mettre en place, de déroger à la convention collective. Je vais prendre l'exemple de la convention Syntec, les bureaux d'études, parce que c'est une convention qui est énormément utilisée avec les forfaits jours. La convention Syntec est extrêmement restrictive quant au forfait jour. Il faut notamment être en position 3 et avoir un salaire minimum conventionnel de mémoire de 120%. Il y a une position 2.3 qui va être ouverte, mais de mémoire, elle n'est pas étendue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas applicable, sauf si vous êtes membre de la fédération Syntec ou Sinov. Donc, imaginons un employeur qui soit Syntec, qui veut mettre un forfait jour, mais qui voudrait y mettre des agents de maîtrise, qui voudrait y mettre des cadres qui sont uniquement en position 2. Et bien, dans ce cas-là, au niveau de l'accord tel quel, au niveau de la Syntec, ça ne va pas coller, ce ne sera pas possible. Donc, il est possible en interne de faire un accord un petit peu à sa sauce, pour pouvoir l'ouvrir aux salariés qu'on veut et pour qu'on puisse le faire vraiment comme on souhaite et régler pas mal de soucis également qui peuvent exister sur ces accords de la Syntec. Donc, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là. On a beaucoup de clients qui, soit Syntec ou d'autres, mais surtout soit Syntec, qui en fait se rendent compte que la Syntec ne va pas du tout pour les forfaits jours et donc font un accord en interne, forfait jour, pour le faire vraiment à leur sauce et comme ils l'entendent. Ce qui permet d'être plus souple, plus simple et beaucoup plus efficace. Donc l'accord ici aussi obligatoire. Autre point totalement obligatoire, c'est l'accord du salarié. Donc ici aussi, ça ne se présume pas, donc il faut une convention individuelle de forfait. Donc soit c'est déjà présent dans le contrat de travail, soit si on le met en place après, il faut un avenant au contrat de travail pour que ce forfait soit possible. Merci beaucoup, Kevin. Petite question du coup sur les forfaits jours. Est-ce qu'un forfait jour peut être à temps partiel? Non. Alors ça, on verra ça tout à l'heure. On parle toujours d'un forfait réduit. Mais le forfait réduit n'est jamais assimilé à un temps partiel. Merci beaucoup. Prochaine question du coup. La convention de forfait annuel en jours peut prévoir combien de jours de travail par an pour le salarié? Alors, selon le Code du travail, c'est 218. Le Code du travail va fixer un plafond théorique à 218 jours travaillés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de rachat de jours de repos, qu'on verra tout à l'heure, qui permet de monter jusqu'à 235 en réalité. Mais votre convention de forfait, au sens du Code du travail, ne peut pas prévoir plus de 218 jours. Attention à systématiquement vérifier votre accord collectif, qui peut prévoir moins.
Beaucoup de conventions collectives vont prévoir un plafond à 217, à 210 jours. Donc là aussi, ça peut être intéressant d'avoir un accord en interne pour pouvoir augmenter ce nombre de forfaits. Donc 218 jours, c'est le maximum prévu par le Code du travail. On peut renoncer à des jours de repos, ce qu'on verra tout à l'heure, par un accord entre le salarié et l'employeur. Il n'y a pas besoin d'accord collectif pour la renonciation des jours de repos. Et dans ce cas-là, on va racheter des jours de repos qui devront être majorés à au moins 10%. Donc ça, c'est petite parenthèse en cas de besoin de dépasser cette limite de 218 jours. Donc, c'est un maximum. On peut avoir moins. Donc, pour plusieurs raisons. Soit l'accord collectif dit on ne peut pas dépasser les 210 jours, soit autrement, l'employeur et le salarié ne veulent pas 218 jours, mais voudraient beaucoup moins. Par exemple, 210 jours. Et là, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle un forfait réduit. Alors, ça n'est pas un temps partiel, ça n'est jamais assimilé à un temps partiel. Et en aucun cas, il faut y appliquer les règles du temps partiel. C'est toujours un forfait jour, mais qu'on appellera forfait réduit parce qu'il n'est pas à 218 jours, il est à moins. On peut prévoir 190 jours, 150 jours, pourquoi pas. Alors la question qui se pose souvent, ça va être quid du salarié qui va être en mi-temps thérapeutique? Le salarié qui doit être en temps partiel thérapeutique doit passer en temps partiel, sauf que le forfait réduit n'est pas un temps partiel. Donc il est d'usage, et la doctrine va recommander dans ce genre de cas de renoncer temporairement au forfait jour pour pouvoir passer via un contrat plus classique, en 35 heures, encore en temps partiel, mais sur une base horaire. Donc c'est pour ça qu'on peut parfois renoncer temporairement. Mais on peut donc réduire le nombre de jours, on sera sur un forfait réduit, mais jamais sur un temps partiel. Donc vu que j'avais promis à Madame Pinet de répondre à cette question, vous voulez mettre en place, mais pour tous les salariés, car les salariés en 35 heures sont très dévoués à l'entreprise, ils travaillent beaucoup plus que les 35 heures, mais vous ne contrôlez pas le temps de travail des salariés, comment mettre en place le forfait RTT pour tous les salariés sans faire de nouveaux contrats à tout le monde qui n'est pas au forfait jour. Alors là, à ce niveau-là, vous n'aurez pas le choix que de faire des contrats parce que vous allez devoir matérialiser l'avenant, sauf si vous faites du forfait heure à la semaine ou au mois. Mais là, vu ce que vous m'expliquez, j'ai plus l'impression que c'est plus vers un forfait jour que vous souhaitez partir parce que vous avez une problématique de dépassement fréquent d'horaire. Donc là, votre forfait jour pour mettre en place, il faut vérifier votre convention collective si elle le prévoit. Et ensuite, il faudra nécessairement un avenant pour tous les salariés pour le passage au forfait jour. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces réponses très précises. Merci également de souligner l'importance de la convention collective. Et notamment, tu traitais tout à l'heure de la convention Syntec. Sachez que nous avons créé, ce dont vous parlez, Kevin, tout à l'heure, une synthèse de la convention collective Synthèse, donc vraiment une Syntec, pardon, vraiment un guide explicatif. Marine vous mettra du coup le lien dans le chat. Je vous invite à aller directement sur le site. Elle est extrêmement complète et peut vraiment vous aider à accéder très rapidement aux informations. Ouais, et vu que je vois quelques questions passer sur ce sujet, j'insiste vraiment, forfait jour, pas de temps partiel. Donc, un cadre à temps partiel à 90%, on n'est pas sur un temps partiel. Alors, il est possible parfois, en parlant avec le médecin du travail, de garder malgré tout le forfait jour et de réduire le nombre de journées. Mais sur ce type de choses, on ne sera pas sur un temps partiel. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, surtout avec la CPN pour le paiement, l'indemnisation du temps partiel thérapeutique. Donc, c'est pour ça que, en règle générale, on est plutôt sur une remise en cause du forfait jour de façon temporaire, le temps de ce temps partiel thérapeutique. Et forfait jour pour des CDD, c'est parfaitement possible. Par contre, pour une activité saisonnière dans la restauration, attention à bien vérifier votre convention collective parce que c'est assez complexe dans la restauration. Merci beaucoup, Kevin. Prochaine question du coup. Dans le cadre d'un forfait mensuel ou hebdomadaire en jour, faut-il décompter le temps de travail? Oui, il faut décompter le temps de travail. C'est le principal piège du forfait jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2008, on incite les partenaires sociaux à négocier sur ces modalités de décompte. Est-ce qu'on compte en jours? Est-ce qu'on compte en demi-journée, par exemple? Donc, il faut obligatoirement, dans tous les cas, pouvoir compter le nombre de journées ou de demi-journées de façon plus rare
travaillée par le salarié. Et ça, c'est vraiment obligatoire et essentiel. Et donc, peu importe le temps, le travail qui a été réalisé par le salarié, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il travaille 3 heures ou qu'il travaille 10 heures, ça vaut une journée, sauf accord particulier permettant de compter en demi-journée. Donc, il faut obligatoirement être en capacité de décompter ce temps de travail, de décompter ces journées, parce que sinon, il va y avoir des gros soucis derrière, et notamment pour pouvoir suivre son forfait de 218 jours. Par exemple, si vous vous rendez compte en septembre ou en octobre que vous arrivez aux 218 jours, ça va vite poser problème, d'où l'intérêt de bien vérifier ce temps de travail. Merci beaucoup, Kevin. Dans le cadre d'un forfait en jour, faut-il respecter les durées maximales de travail? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation a pas mal évolué sur ce point. Et donc, il faut respecter les durées maximales de travail, mais pas forcément toutes. En fait, vous avez une problématique entre les jurisprudences européennes et les jurisprudences françaises. Donc, on a essayé un peu de tout harmoniser à ce niveau-là. Et donc, il faut que l'accord collectif qui mette en place votre forfait jour garantisse le respect des durées maximales de travail. Mais on ne parle pas des durées de droit commun. Donc, on ne parle pas des durées que je vous ai évoquées tout à l'heure. Il faut forcément garantir le respect des durées maximales de travail, c'est-à-dire qu'un salarié au forfait jour ne va pas avoir, par exemple, une journée de 16 heures. Ce n'est pas possible. Il faut également respecter ses temps de repos. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir au moins 11 heures de repos consécutifs chaque jour. Il doit avoir ses 24 heures de repos quotidien, plus les 11 heures, ce qui fait 35 heures minimum de repos consécutifs au moins une fois par semaine. L'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, etc., etc. Tout ça est applicable au forfait jour. Donc, il ne faut pas utiliser le forfait jour, grosso modo, pour totalement s'extraire des 35 heures. Ce n'est pas son but. Son but, c'est une simplification du suivi de la durée du travail et non pas un moyen de contourner les durées maximales de travail, ce qui est interdit. Voilà. Merci. Pardon. Oui, pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Ce que j'ai dit, au niveau de suivi de la charge de travail, ça peut se faire par un système de pointage, ça peut se faire par des logiciels, ça peut se faire par, ce qu'on verra tout à l'heure, par des briefs réguliers avec l'employeur. On signe des feuilles disant j'ai travaillé tant et tant de jours. Donc, ça peut se faire par tout moyen. Mais le mieux, c'est que ce soit prévu par un écrit, soit un accord, soit une décision unilatérale qui le prévoit si vous avez déjà un accord. Merci beaucoup, Kevin. Je me permets juste un petit rappel pour ceux pour qui la fonctionnalité fonctionne. Posez vraiment vos questions, s'il vous plaît, dans l'onglet questions. Et si une question vous intéresse d'un des autres participants, vous pouvez voter directement à côté et nous allons privilégier du coup ces questions-là à la fin de la webconférence. Et on répondra à la question des jours de repos. J'en vois beaucoup qui passent. C'est dans une partie qui suit. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Voilà. Du coup, prochaine question. Le nombre de jours effectivement travaillés doit-il être indiqué sur le bulletin de paie? Alors non. Le bulletin de paie n'est pas là pour compter le nombre de jours travaillés. Tout cela doit être inscrit dans un document de contrôle. Donc les salariés, en fait, qui sont au forfait jour, doivent avoir leur durée du travail qui est décomptée par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées. C'est une circulaire assez ancienne du 3 mars 2000 qui l'impose. Donc, il faut nécessairement qu'un support, peu importe le support, hein, soit papier ou dématérialisé, un support doit permettre de décompter le nombre de journées travaillées et ce support doit être conservé pendant au moins 3 ans en cas de contrôle de l'inspection du travail. Le bulletin de paie, lui, il va uniquement mentionner la nature et le volume du forfait, par exemple, forfait jour 218 jours, sur lequel la rémunération est calculée. Mais en aucun cas, il ne doit faire le décompte des journées ou demi-journées travaillées. C'est le relevé récapitulatif qui fait ce décompte et non le bulletin de paie. Merci Kevin. Une question qui est plébiscitée par nos participants. Du coup, il n'y a pas d'horaire à respecter lors du forfait jour? En théorie, non. Le salarié arrive à l'heure qu'il veut, il repart à l'heure qu'il veut. Alors, c'est très théorique parce que la jurisprudence tolère malgré tout qu'on puisse imposer par exemple, des plages horaires de réunion, parce qu'il y a besoin, à telle heure, on veut faire des réunions, donc il faut que les salariés soient présents entre 11h et midi. Il est possible, dans certains cas, d'imposer une présence à des horaires d'ouverture ou de fermeture, un responsable de magasin, par exemple.
Donc, il y a normalement, non, il n'y a pas d'horaire, mais il y a quand même une tolérance qui existe. Merci beaucoup, Kevin. Nous allons pouvoir passer à notre seconde grande partie qui porte sur les dernières réformes, je vais y arriver aujourd'hui, en matière de forfait jour et forfait heure, s'il te plaît. Alors, les dernières réformes, en fait, on va en évoquer surtout une, parce que les autres sont intégrées sans problème, ne posent pas trop de difficultés. Cette dernière réforme qui pose beaucoup de problèmes, c'est la loi travail du 8 août 2016, qui a imposé de rajouter des mentions dans les accords instaurant les forfaits en jour. Donc, ces mentions, elles ont été rajoutées parce qu'elles ont été exigées par la Cour de cassation. Et le but était d'améliorer la santé et sécurité du salarié en forfait jour. Donc, pour vous lister ces mentions qui sont désormais obligatoires, c'est très simple. Il faut que soient inscrits dans l'accord collectif les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. Il faut que soient présentes les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation vie personnelle, vie professionnelle, la rémunération ainsi que l'organisation du travail. Et la troisième, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Donc ça, c'est l'article L3121-64 du Code du travail, si vous voulez les retrouver. Donc, s'il n'y a pas ces trois éléments, votre accord collectif et surtout vos conventions de forfait jour qui reposent sur cet accord collectif, eh bien c'est très simple, elles sont nulles. Donc elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'on repasse rétroactivement sur un contrat 35 heures avec rappel d'heures supplémentaires. Donc cette loi, en fait, qui peut sembler assez légère sur le fond, a des impacts énormes en pratique parce que beaucoup d'employeurs se font condamner et des salariés obtiennent la requalification de leur forfait jour en contrat 35 heures classique et obtiennent énormément d'heures supplémentaires. C'est le principal danger qui va exister sur les forfaits jours. Et on se rend compte en pratique qu'énormément d'entreprises en réalité ne sont pas du tout en règle sur les forfaits jours à cause de cela. Alors, soit elles ne sont pas et très souvent, elles vont pas être en règle parce que leur accord collectif interne ou leur accord collectif lié à leur convention collective date d'avant 2016 et ne prend pas en compte tout cela. Je vous donne des exemples, je vous donne 3 exemples de conventions collectives qui se sont fait attraper avec ça. Donc, on va avoir la convention collective des services de l'automobile, les prestataires de services dans le secteur tertiaire, le commerce de détail non alimentaire. Ça, c'est 3 conventions où les accords forfait jour ont été invalidés par la Cour de cassation ces derniers temps. Il y en a d'autres. Je reprends l'exemple de la Syntec. La Syntec, on a quand même de sérieux doutes à savoir si ça passe devant la Cour de cassation, si les juges l'accepteront. Et la problématique, c'est que dans la Syntec, malgré la mise à jour récente qu'il y a eu, les accords forfait jour, ils datent des années 2000. Donc, ils ne sont pas trop pas jour. Et il y a un risque énorme pour les employeurs qui sont sous la Syntec de voir leur convention de forfait annulée. Donc pour ça, face à cela, il y a une solution malgré tout qui existe. La loi travail en 2016 a permis aux employeurs, à partir du moment où votre accord collectif date d'avant 2016, ce qui est imposé, les choses qui doivent être ajoutées par la loi travail, peuvent être ajoutées via une décision unilatérale, via un document écrit, qui reprendra ces 3 thématiques et qui permettront de les intégrer via une DUE, d'intégrer tout cela à l'entreprise pour pouvoir respecter ce qui est demandé par la loi travail. Si ces 3 éléments sont rajoutés via une note, c'est bon, et que votre accord qui date d'avant 2016 ne respecte pas la règle, c'est bon. Si ça n'est pas le cas, vos forfaits jours ne sont pas valables et vous prenez le risque d'un gros rattrapage d'heures supplémentaires de la part de plusieurs de vos salariés. Essentiellement, s'il y a une affaire de licenciement qui va au prud'homme, c'est le genre de choses qui est systématiquement vérifié par les avocats. Merci beaucoup, Kevin. Je vois beaucoup de questions passer. Je pense que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes. En revanche, pour celles qui concernent vraiment des points spécifiques de votre convention collective, notamment, je vois pas mal de questions passer sur la convention Syntec. Je vous invite vivement à les poser directement via le lien
que vous a envoyé Marine. Sachez que la première réponse, votre première question est complètement gratuite. Nos juristes vous répondront au plus rapidement, précisément à votre question. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce lien-là pour poser votre question et avoir toutes les informations nécessaires. Et pour une petite anecdote, pour vous donner, nous, on a beaucoup de clients sur la Syntec qui se retrouvent confrontés à ça. Beaucoup refont carrément un accord à leur sauce parce que vu que l'accord forfait jour de la Syntec est assez restrictif, beaucoup préfèrent carrément refaire l'accord pour ne pas avoir le problème. Merci. Du coup, Kevin, nous allons pouvoir passer du coup à notre grand 3. Quels sont les salariés concernés par ces forfaits-là et avec quels salariés peut-on recourir à une convention de forfait en heures, s'il te plaît? Alors là, on retourne sur la convention forfait heure. Donc là, on retourne sur nos 3 types de conventions possibles, à la semaine, au mois ou à l'année. Quand on est sur une convention forfait heure à la semaine ou au mois, pardon, c'est très simple. Tous les salariés peuvent y recourir, sans exception. Lorsque vous êtes sur une convention forfait heure à l'année, ne peuvent y recourir que les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, ou les non-cadres, de n'importe quel salarié, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Ce principe de réelle autonomie, c'est ce qui en fait fait le fond même du forfait. Grosso modo, le salarié vient un peu quand il veut, choisit ses horaires, sauf si l'employeur impose, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une petite tolérance d'imposer une présence à certaines heures. Merci Kevin. Et du coup, même question pour la convention de forfait en jour. Alors là aussi, ça simplifie. La réponse est la même que le forfait heure sur l'année. Peuvent en bénéficier les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et les salariés dont le temps de la durée de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Donc là, c'est le même principe. Cette question d'autonomie peut permettre de passer sur un forfait. Attention toujours, dans les 2 cas, vérifiez toujours votre accord collectif qui peut prévoir des conditions plus restrictives. Et dans ce cas-là, si vous ne voulez pas les appliquer, il vous faudra un accord collectif en interne. Merci Kevin. Petite question. J'ai oublié un petit point, ça va aussi répondre à une question qui a été passée tout à l'heure. Je ne parle pas des cadres dirigeants pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, donc ils ne peuvent pas recourir au forfait. C'est très clair. Merci. Donc, petite question sur les forfaits en jour d'une de nos participants avant de passer à notre 4e grande partie sur la gestion des jours de repos. Un cadre forfait n'a pas d'horaire ni durée à respecter. On ne peut rien faire si un cadre forfait jour ne travaille que 4 ou 5 heures par jour sur les 218 jours. Ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un minimum? Il n'y a pas de minimum. Mais par contre, le cadre forfait jour, il a 218 jours pour faire le travail qu'on lui donne, à partir du moment, évidemment, que la charge de travail est raisonnable. Si on lui donne une charge de travail qu'il ne travaille que 2 heures par jour et qu'il ne fait pas son travail, là, on va avoir un comportement fautif qui va pouvoir après se régler sur le terrain disciplinaire. Si par contre, vous avez un cadre super fort qui arrive à faire tout le travail qu'on lui demande en 2 heures par jour, il a le droit de le faire. Mais en règle générale, c'est quand même assez rare. Donc, il doit effectuer le travail pour lequel il est payé. Il doit le faire bien, pas à la va-vite pour vite partir. Mais en théorie, alors tout ça est très théorique. En théorie, s'il arrive à tout faire en 4 heures par jour, eh ben c'est bon. Bon, après, la pratique, ça va être très mal vu par l'employeur. Donc forcément, l'employeur va lui rajouter du travail pour remplir ses journées. Faut être très clair là-dessus. Merci beaucoup pour cette réponse, Kevin. Donc notre 4e grande partie, il y a pas mal de questions du coup qui ont été posées sur cette thématique-là, qui est pour la gestion des jours de repos. Et dans un premier temps, pour le forfait en heures, s'il te plaît. Ouais. Alors ça, c'est très important parce qu'en réalité, et j'ai pu le voir dans les questions, c'est qu'il y a une énorme confusion sur tout cela au niveau de ces jours de repos. Donc là, on va partir sur du forfait en heures. Le forfait en heures ne prévoit en aucun cas de jours de repos. Le forfait en heures, vous allez être sur un forfait 35 heures et il est possible qu'il y ait des heures supplémentaires qui peuvent être prévues ou pas au contrat. En cas d'heures supplémentaires, il y a 3 options qui vont se présenter. La première, c'est tout simplement, ces heures supplémentaires, elles sont payées avec la majoration prévue par votre accord collectif. Ou à défaut, à 25% pour les 8 premières, 50% au-delà.
Sinon, elles peuvent être récupérées. Elles peuvent être récupérées sous forme de RTT. Les RTT, mis en place lors du passage aux 35 heures, vous faites 1 heure de plus, vous récupérez 1 heure. Donc ces RTT, attention, ces RTT, il vous faut un accord collectif qui date d'avant 2008, parce que la mise en place des RTT est interdite depuis 2008. Donc pour avoir des RTT, il vous faut un accord collectif interne, une convention collective qui les prévoit et qui date d'avant 2008. Donc le RTT, on fait 1 heure, on récupère 1 heure. Et soit on les traite au réel, ça veut dire qu'on regarde parfaitement combien d'heures supplémentaires le salarié a fait, on lui fait récupérer le même temps. Soit on fait ça de façon forfaitaire, ça veut dire n'importe quoi, vous avez un contrat de 39 heures, on prévoit 24 jours de RTT par an. Et ensuite, l'accord collectif dit comment est-ce qu'on les prend. Est-ce qu'il y en a la moitié qui sont au choix de l'employeur, l'autre moitié au choix du salarié? Est-ce qu'ils sont tous au choix du salarié? Est-ce que le salarié doit dire 2 mois avant quand il va les prendre? Qu'est-ce qui se passe s'il ne les prend pas? Etc., etc. Tout ça est réglé par votre accord collectif. Donc ça, c'est la récupération sous forme de RTT. Ou sinon, on les récupère sous forme de repos compensateur de remplacement. Donc ça, c'est ce qui va être utilisé essentiellement depuis 2008, vu qu'on ne peut plus mettre en place les RTT, sauf si vous avez un accord qui date d'avant. Le repos compensateur de remplacement, vous faites 1 heure de plus, vous récupérez 1 heure, mais 1 heure majorée. Donc vous récupérez généralement 1h15, si c'est majoré à 25%. Donc, en cas de repos compensateur de remplacement, là aussi, un accord interne à l'entreprise, une convention collective peut prévoir des choses parce que le Code du travail encadre très peu les conditions de prise de ce repos compensateur. Donc là, on parle de RTT dans ce cas, lorsqu'il y a des heures supplémentaires qui sont effectuées et qu'on les récupère. Et on ne parle de RTT que dans ce cas. Dites-vous et gardez toujours à l'esprit, RTT égale récupération d'heures supplémentaires. Merci Kevin. Et pour le forfait jour, oui, pardon, excusez-moi. Et pour le forfait jour. Et pour le forfait jour. Et voilà pourquoi est-ce qu'il va y avoir une grosse incompréhension et que j'insiste systématiquement à ne jamais parler de RTT dans le cadre de forfait jour. Le forfait jour, vous avez des jours de repos, ce ne sont pas des RTT. Si vous faites des recherches sur Google, vous tomberez très souvent sur le terme RTT, c'est un abus de langage. Le terme est dans le langage courant et il va être utilisé par énormément de sites, même spécialisés. En fait, ce sont aussi pour des problèmes de référencement sur Google, ce qui permet en fait d'apparaître. Mais il faut, dans votre esprit, toujours vous dire, RTT dans un jour de repos, en fait, on parle de jours de repos ou de jours non travaillés. Ces jours de repos ou ces jours non travaillés, leur seul intérêt, c'est que votre année elle fasse 365 ou 366 jours. On va prendre l'année 2024 pour exemple. En 2024, on a 366 jours. Il y aura 10 jours fériés qui vont tomber en semaine. Vous aurez 104 samedis et dimanches. Vous avez 25 jours ouvrés de congés payés, ce qui vous fait en tout 227 jours travaillables dans l'année. Vous faites vos 227 moins vos 218 jours prévus à votre contrat de travail, par exemple, ça vous donnera 9 jours de repos. Si vous avez un forfait de 217 jours, ça vous donnera 10 jours de repos, etc., etc. Ces jours de repos, leur seul intérêt, c'est de s'assurer que, lorsque tout se passe bien, le salarié ne dépasse pas le nombre de jours prévus à son contrat. Alors là, c'est une petite recommandation qui peut être faite. C'est pour ça qu'il peut y avoir un fort intérêt de faire coïncider votre période de forfait jour et vos cycles de congés payés. C'est beaucoup plus simple à gérer. Lorsque vos cycles de congés payés sont basés sur l'année civile et vos forfaits jours sont basés sur l'année civile, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que les deux ne se chevauchent pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je vais vous donner un exemple et c'est souvent source d'erreur. On va prendre un exemple d'un salarié qui commence le 1er janvier. Il ne pose aucun jour de congé payé. Il ne pose aucun jour de repos. Vous allez très vite vous rendre compte qu'arrivé fin octobre, ces 218 jours, ils vont vite arriver. Une fois que ces 218 jours sont arrivés, son contrat est fini. La problématique dans mon exemple, c'est que le salarié n'a pas posé de congé. Donc, vu qu'il n'a pas posé de congé, ça va automatiquement augmenter son nombre de jours non travaillés dans l'année. Ça va avoir des impacts théoriquement sur sa rémunération, parce que sa rémunération, vous prévoyez une rémunération de 50 000 annuels. 50 000 annuels, c'est pour les 218 jours de travail, mais également pour les 25 jours de congés payés. Donc, si les 25 jours de congés sont imposés, ça va venir impacter sa rémunération. Donc, il est très important de suivre, et c'est pour ça que c'est aussi important de suivre
régulièrement le temps de travail du salarié pour être sûr qu'il pose bien des congés et qu'on ne se retrouve pas arrivé en décembre en se rendant compte, ben mince, on a atteint les 218 jours du forfait, donc l'année du salarié, elle est finie. Donc soit il pose des congés, soit il ne travaille pas et il va récupérer des jours de congé l'année d'après. Il faudra revoir sa rémunération parce que sa rémunération intégrait les jours de congé qu'il n'a pas pris, donc qui n'est pas dû. Donc il est les jours de repos dans le cadre d'un forfait jour, c'est juste une aide où quand tout se passe bien, ça permet d'éviter que le salarié ne dépasse pas son temps de travail. C'est tout. Ça veut dire qu'en cas d'arrêt maladie, par exemple, ça ne viendra jamais se répercuter sur le nombre de jours de repos. Les arrêts maladie se déduisent des jours travaillés. C'est pareil, lorsque vous avez des jours de congés supplémentaires liés à votre convention collective, ça ne vient jamais se déduire des jours de repos, ça vient se déduire des jours travaillés. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque vous avez un forfait réduit, on ne réduit pas, on ne proratise pas le nombre de jours de repos. Au contraire, ça les augmente parce que ce sont des jours non travaillés. Si vous avez un forfait réduit à 218 jours, vous n'aurez pas 9 jours de repos. Vous en aurez 15 pour 2024. Donc vos jours de repos, c'est uniquement pour équilibrer votre nombre de jours travaillés pour éviter qu'en courant mi-décembre, vous vous retrouviez un peu le bec dans l'eau à ne plus avoir de jours de travail et à être un petit peu dans l'obligation de racheter des jours majorés. Donc c'est pour ça que c'est toujours très compliqué. La gestion des jours des forfaits jours et notamment des jours de repos et que c'est systématiquement source d'erreur. Pour répondre à la question de François, droit à CP incomplet, devez-vous recalculer le nombre de jours à travailler? Probablement. Et tout ça, si vous avez un droit à CP incomplet, c'est probablement que votre salarié est arrivé en cours d'année. Et donc, comment est-ce qu'on calcule tout ça? Eh bien, on se réfère à sa convention ou à son accord collectif qui est obligé de préciser comment est-ce qu'on fait le calcul. Concernant les jours de fractionnement ou toujours supplémentaires, ça se déduit des jours travaillés, systématiquement des jours travaillés. Et si le salarié dépasse les 218 jours, on est obligé de faire du rachat de jours de repos, donc du rachat de jours de repos qui sera majoré. Donc cette gestion des jours de repos dans les forfaits jours est très souvent source d'erreur et c'est pour ça qu'il faut avoir un suivi très régulier du temps de travail. Merci beaucoup Kevin, c'était très clair. Nous allons pouvoir passer du coup à notre 5e grande partie sur la rémunération. Donc, peux-tu nous dire comment rémunérer les salariés en forfait jour ou en forfait heure? Alors ça, c'est simple. En théorie, que vous soyez sur un forfait jour ou un forfait heure, vous devez, alors surtout sur le forfait heure, vous devez respecter le salaire minimum applicable dans telle ou telle catégorie. Donc, vous avez un forfait horaire. Quand vous êtes face à un forfait jour, vous devez aussi appliquer ce salaire minimum prévu pour telle ou telle catégorie. Si votre convention collective vous donne une grille, des grilles de salaire minimum horaire et non mensuel, il faut partir du principe que vous êtes sur un contrat 35 heures. C'est la petite astuce. Donc, vous devez respecter, comme n'importe quel salarié, les minimums conventionnels. Attention, votre convention collective ou votre accord collectif peut prévoir une majoration. Par exemple, la Syntec impose que le salarié soit payé au moins 120% du salaire minimum conventionnel. Donc, il y a une rémunération minimale comme tous les salariés et parfois une majoration est imposée par l'accord collectif. Merci beaucoup Kevin. Nous allons pouvoir passer à notre dernière partie avant de répondre à vos questions. Nous avons un petit peu dépassé le temps, mais je pense qu'on va prendre quelques minutes quand même pour répondre à quelques questions. Donc dernière partie, les sanctions du coup en cas de non-respect des modalités du forfait. Et la première question, pouvez-vous être condamné pour travail dissimulé si les modalités du forfait jour prévues au sein de l'accord ne sont pas respectées? Alors, en théorie, oui, mais en pratique, non. C'est pas vraiment ça le risque. Pourquoi? Parce qu'en réalité, du travail dissimulé, c'est une infraction pénale. Et comme toute infraction pénale, il faut ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Il n'y a pas d'infraction pénale si on n'a pas envie de la commettre. Ça peut sembler bizarre sur les homicides involontaires, notamment les homicides routiers. On n'a pas voulu tuer, mais par contre, on a voulu ne pas respecter des consignes de sécurité, ne pas respecter la vitesse, avoir eu de l'alcool. Donc, l'élément moral peut se trouver là. Si quelqu'un se jette sous vos roues, là, vous n'avez aucun élément moral, donc l'infraction d'homicide involontaire n'existera pas forcément. Travail dissimulé, c'est pareil. Il faut vraiment le caractère intentionnel. Et le seul fait d'appliquer une convention de forfait illicite
ne permet pas de déduire la preuve du caractère intentionnel, et ça, la Chambre sociale de la Cour de cassation l'a plusieurs fois rappelé. Donc, c'est très théorique, le travail dissimulé, mais en réalité, le risque, ça va être le rappel d'heures supplémentaires, essentiellement sur les forfaits jours, en cas d'invalidation du forfait, et c'est quasiment, je ne vais pas dire le seul, mais c'est le principal risque qui va exister sur les forfaits. Merci beaucoup, Kevin. Dans quel cas la convention de forfait peut-elle être frappée de nullité? Alors, il y a de nombreux cas, mais on va essentiellement se tourner sur 4 cas. La première, alors c'est quelque chose qui arrive, hein, c'est tout simplement qu'il n'y a aucun accord collectif. Ça, c'est l'employeur qui a voulu mettre en place ça et qui a omis de vérifier sa convention collective. L'autre cas qui représente la quasi-totalité des cas, c'est que l'accord collectif est insuffisant. Donc, c'est les 3 conventions collectives que je vous ai données tout à l'heure. C'est probablement le cas de la Syntec également. L'accord collectif est insuffisant et l'employeur n'a pas mis en place en interne quelque chose qui permettait de respecter les apports de la loi travail. Le troisième cas, ça va être l'oubli de la convention individuelle. Alors ça, c'est très rare. Et quatrième cas, un peu moins rare, c'est le salarié qui ne remplit absolument pas les conditions, notamment le manque d'autonomie. Un salarié au forfait jour à qui on impose tous les jours de faire 9h, 19h, ça, il n'y a aucune autonomie, donc le forfait n'est absolument pas valable. Donc ce sont les 4 cas principaux qu'on va voir dans les nullités des conventions de forfait. Merci beaucoup, Kevin. Nous allons du coup répondre maintenant à quelques-unes de vos questions. Nous n'aurons clairement pas le temps, malheureusement, d'y répondre à toutes. Donc, je vous invite vraiment, encore une fois, à utiliser le petit lien que vous envoie Marine, excusez-moi, dans le chat. Et nos juristes vous répondront gratuitement avec grand plaisir. Donc, Kevin, est-il possible pour un salarié au forfait de réaliser des astreintes? Oui. Ce n'est pas interdit en soi. Par contre, la problématique sera la réalisation de l'astreinte. Lorsque vous êtes sur une astreinte, vous n'êtes pas sur du temps de travail effectif, tant qu'elle ne se réalise pas. Par contre, une fois qu'elle se réalise, c'est là la question, c'est est-ce qu'on compte une journée de travail? Donc ça, il vaut mieux avoir un accord collectif qui le prévoit, parce que sinon, on compte une journée entière de travail lors de la réalisation de l'astreinte. Merci beaucoup. En cas de démission, doit-on obligatoirement payer des RTT ou repos forfait jour aux salariés? Alors, non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un RTT, on est sur un jour de repos dans le cadre d'un forfait jour. La principale différence entre les deux, c'est tout simplement que le jour de repos, il n'est pas payé. Votre jour de repos n'est pas payé, contrairement au RTT. Alors, ça ne se voit pas sur la feuille de paie parce que la rémunération est mensualisée. On est sur des jours non travaillés. Donc, en cas de démission, en fait, on va regarder combien de jours le salarié a travaillé au cours de l'année et on va vérifier si ça correspond à la rémunération qu'il a perçue. Si ça ne correspond pas, il faudra rajouter. Si on a versé trop, le salarié devra de l'argent qui sera récupéré sur solde de tout compte. Donc en réalité, en cas de démission en cours d'année, on regarde par exemple le salarié a travaillé, je dis n'importe quoi. On va avoir je suis très mauvais en mathématiques, donc je vais prendre des chiffres très simples. On va avoir un forfait de 200 jours et le salarié démissionne pile au milieu de l'année. Sauf que pile au milieu de l'année, il a été payé 100 jours. Sauf qu'en réalité, on se rend compte qu'il a fait 112 jours. Donc, il y aura 12 jours qui n'auront pas été payés. Donc, ces 12 jours devront être payés, mais on n'est pas sur du rachat de jours de repos. Merci beaucoup, Kevin. En forfait jour, j'interviens du lundi au vendredi et voyage le week-end. Comment sont prises en charge les journées du week-end de voyage qui n'est pas du temps de travail effectif? Eh bien, comme vous le dites très bien, ça n'est pas du temps de travail effectif. Donc, ça n'est pas déduit du forfait. Vous allez être sur des temps de déplacement anormaux qui doivent être indemnisés selon la jurisprudence. Et là, la jurisprudence, ça ne va pas plus loin. Donc, soit vous avez une convention collective qui prévoit quelque chose, soit vous avez un accord interne, une note de service, n'importe quoi qui prévoit quelque chose. Si rien n'est prévu et qu'il y a un litige, ce sera au juge de dire combien vaut ces temps, quelle est la valeur de ces temps de trajet anormaux. Donc, à ce niveau-là, en fait, tout va dépendre de vos accords, essentiellement de vos accords collectifs, mais ça ne décomptera pas une journée car ça n'est pas du temps de travail effectif. J'ouvre une petite parenthèse sur une jurisprudence qui commence à dater d'1 an, qui visait les VRP, qui a assimilé leur temps de déplacement à du temps de travail, mais c'est un cas très particulier, c'est parce qu'ils travaillaient au volant. Bon, faut pas le faire normalement, mais ils prenaient des rendez-vous au volant par téléphone ou autre, donc les juges avaient estimé que c'était du temps de travail effectif. Si pendant le voyage, n'importe quoi, vous voyagez le samedi
et dans l'avion, vous faites du travail, vous préparez des dossiers, vous faites des coups de téléphone ou pour X ou Y raison, là, ce sera du temps de travail effectif et ça viendra amputer une journée sur le forfait. Attention, si ça ampute une journée sur le forfait, ça veut dire que ça vous aura fait travailler 6 jours dans la semaine. Donc, votre calcul du nombre de jours de repos n'est plus valable. Parce que votre calcul de jours de repos, il est fait, et le calcul que je vous ai fait tout à l'heure, il est basé sur le fait de travailler du lundi au vendredi. Merci Kevin. Les JNT doivent être calculés chaque année. À quel moment l'employeur doit-il communiquer le nombre de JNT dont disposent les salariés en forfait jour? Et l'accord collectif peut-il imposer un nombre de JNT fixe? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a quelque chose d'illogique, mais qui pourtant existe dans la question. Donc, quand est-ce qu'on doit calculer les jours non travaillés? Ça va être essentiellement avant le début du cycle. Donc, si vous êtes basé sur l'année civile, au niveau de vos forfaits jours notamment, il faut les calculer dès le mois de décembre. Il n'y a pas d'obligation de les communiquer aux salariés, mais c'est recommandé parce que ça permet aussi aux salariés de l'aider à suivre pour éviter qu'il dépasse son forfait. Et est-ce qu'un accord collectif peut imposer un nombre de jours non travaillés fixe? En théorie, non. Parce que votre nombre de jours non travaillés ou de jours de repos, il évolue d'année en année en fonction du nombre de week-ends, du nombre de jours fériés tombant la semaine ou pas. Donc, théoriquement, il ne peut pas imposer il ne peut en aucun cas y avoir de jours non travaillés fixes. Et pourtant, il y a certaines conventions collectives qui le font et qui le font souvent par erreur et notamment par confusion entre RTT et jours de repos. Et dans ce cas-là, en règle générale, on a plutôt de la chance parce que le nombre de jours fixes qui est imposé par la convention est plus faible que le nombre de jours de repos qui doit être calculé chaque année. Donc, en règle générale, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais dans certains accords internes dans les entreprises, on a des grosses erreurs à ce niveau-là et vous pouvez avoir une confusion entre les jours de repos et les RTT pour les heures supplémentaires. Et j'ai même vu un accord d'entreprise prévoir des jours de repos, 24 jours de repos pour des forfaits 218 jours, alors qu'il y avait une confusion au niveau du nombre de RTT pour les contrats 39 heures, et 24 jours de repos pour un forfait 218 jours, c'est matériellement impossible. Donc là, dans ces cas-là, ça devient très très vite compliqué. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'accord soit propre, on va dire. Inversement, on peut voir aussi parfois au niveau des RTT, on va appliquer les nombres de jours de repos. Donc pour des contrats de 39 heures, j'ai déjà vu des jours de repos qui changeaient chaque année en mettant 8, 9 jours de repos. Tout ça est absolument pas possible parce que 39 heures, on est plus proche des 24 RTT que des 9. Donc, il y a énormément d'erreurs dans les accords qui sont liées à cette confusion entre RTT et jours de repos. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours utiliser le bon terme pour éviter les erreurs. Et lorsqu'on est confronté à ça, là, c'est un peu le flou. Et vous devez faire comme vous pouvez. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces réponses-là. Encore une fois, je vous invite vraiment, pour ceux auxquels nous n'avons pas pu répondre, posez votre question directement via le lien que vous avez en Marine. Et pour aller plus loin, je vous invite également vivement à télécharger notre dossier complet qui a été rédigé par nos juristes sur le forfait heure, forfait jour. Il comprend toutes les réponses sur la procédure, toutes les réponses à vos questions et également des modèles de lettres, et modèles de contrat directement à télécharger inclus dans le dossier. Vous pouvez également télécharger le dossier sur l'aménagement du temps de travail. Nous avons des modèles d'avenant, forfait annuel en jour ou modèles d'accord de mise en place de forfait annuel jour. Je vais y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas, Marine, je crois vous envoyer tous les liens via le chat. N'hésitez pas également à aller voir directement nos solutions que nous avons créées pour les professionnels. Vous aurez du coup des juristes comme Kevin qui pourra répondre directement par téléphone à l'ensemble de vos questions concernant votre entreprise. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines webconférences. Donc, la prochaine sera sur l'égalité femmes-hommes. Toutes vos obligations employeurs en la matière. Elle sera le mardi 6 février à 14 h. Et le mardi 13 février, cette fois-ci, nous aurons une webconférence sur l'inaptitude professionnelle. Quelle est la procédure de licenciement et vos obligations employeurs. Je vous remercie grandement pour votre participation. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos questions. Kevin, merci beaucoup pour toutes ces réponses-là. Merci à toi, merci à vous. Et puis, on vous rappelle pour les questions que vous nous posez. On vous oubliera pas. On vous rappellera peut-être pas aujourd'hui, mais on vous oubliera pas. On vous rappellera très rapidement.
Et on vous répondra avec très grand plaisir. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Merci.